Étienne Saint-Jean, bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'être là. Si tu le permets, on va se tutoyer parce qu'on se connaît déjà un petit peu. Absolument. Écoute, merci de prendre le temps de venir un peu vulgariser ce que tu as fait au niveau des recherches. La première question que je te pose et que je pose à tout le monde, c'est principalement, c'est quoi les principaux résultats que tes recherches ont apportés? Oui, je vais te parler en fait d'une recherche en particulier que j'ai menée. C'est une recherche qui a été faite avec l'École des entrepreneurs du Québec et on essayait de voir c'était quoi les grands défis des entrepreneurs émergents. Un entrepreneur émergent, c'est quelqu'un qui est en train de démarrer son entreprise ou qui vient tout juste de la mettre sur pied. Et ces entrepreneurs-là ont beaucoup de défis. Mais c'est quoi les défis? C'est quoi les grands défis, dans le fond, des entrepreneurs? Alors, notre travail, ça a été d'identifier ces défis-là et on s'est rendu compte qu'il y avait 6 grands défis des entrepreneurs émergents. Alors, j'imagine, Maxime, tu veux savoir c'est quoi ces grands défis-là? Étienne, tu me voles les mots, mais je dirais, quels sont les grands 6 défis à relever? Bien, ça marche. Bien, écoute, un des grands défis, évidemment, qu'on connaît, les entrepreneurs doivent gérer leurs finances et les aspects légaux de leur entreprise. Ce qui n'est pas donné à tous. C'est pas donné à tous, parce que des fois, tu as une super bonne idée d'affaires, mais ça ne veut pas dire que tu es bon pour faire de la comptabilité, prévoir tes états financiers correctement et connaître tous les règlements sur ton entreprise dans ton domaine d'activité. Fait que ça, c'est une bête noire des entrepreneurs, ils ne savent pas trop par où commencer. Puis la majorité ont cette bête noire-là. En fait, la très, très grande majorité, à l'exception près de ceux qui ont fait des formations en comptabilité ou qui sont en droit, mais la plupart des gens n'ont pas ces compétences-là et doivent s'entourer donc de gens pour être capables d'être épaulés correctement quand ils démarrent leur projet. D'où là l'importance d'avoir un beau cercle autour de soi quand on est entrepreneur, particulièrement quand on est entrepreneur émergent, d'avoir des gens et des contacts qui peuvent nous aider justement à pallier à ces faiblesses-là. Absolument. Alors, c'est un des résultats d'ailleurs qu'on a obtenu. Fait que, tout à fait. Il y a d'autres défis. En fait, il y a 5 autres défis. Il y en avait 6 au total. Un autre des défis qu'on s'est aperçu, c'est que l'entrepreneur, il ne sait pas c'est quoi les prochaines étapes de développement de son entreprise. Démarrer, c'est pas facile, mais une fois que tu es démarré et que tu as une petite entreprise, puis souvent tu es entrepreneur solo avec quelques clients potentiels, c'est quoi les prochaines étapes? Quand est-ce que tu embauches ton premier employé, ton deuxième, ton troisième? Comment tu te développes? Est-ce que tu acceptes certains contrats que tu n'avais pas prévus parce que tu as une opportunité ou là, ça va dénaturer ton entreprise? Toutes ces questions-là, les entrepreneurs, ça aussi, c'est super compliqué parce que c'est quoi l'avenir de leur entreprise? Ils ne savent pas. Personne ne le sait de toute façon, c'est quoi l'avenir. Exact. Et donc, ils doivent prendre des décisions au quotidien pour gérer le développement de leur entreprise. Alors ça, c'est assez difficile pour eux d'imaginer le futur et de se préparer surtout convenablement pour l'évolution. J'ai le goût de te voler un punch, mais j'imagine que l'accompagnement vient peut-être aider un petit peu dans ce deuxième point-là. Là. Absolument. On s'est rendu compte notamment l'accompagnement des mentors, des gens qui sont entrepreneurs, mais qui accompagnent des entrepreneurs novices là, qui démarrent en entrepreneuriat. Ça aide beaucoup parce que ça aide l'entrepreneur justement à avoir ce temps de recul-là pour imaginer le futur, mais avec quelqu'un qui a de l'expérience du monde des affaires, qui va lui poser les bonnes questions pour l'amener à réfléchir sur la suite de son projet. Pas nécessairement lui dire quoi faire, mais juste lui poser des questions, puis le remettre en doute, puis donner peut-être un autre avis ou une perspective différente. Tout à fait. Ça, c'est super important parce que l'entrepreneur doit demeurer autonome. Et ça, c'est également un autre défi des entrepreneurs, c'est qu'ils doivent apprendre à gérer leur propre carrière d'entrepreneur. C'est-à-dire que quand ils démarrent leur projet, ils sont peut-être bons pour leur projet, mais au fur et à mesure que l'entreprise va évoluer, ils doivent développer des compétences nouvelles parce qu'ils vont peut-être avoir plusieurs employés à gérer. Il n'y avait peut-être jamais eu d'expérience là-dedans. Gestion des ressources humaines. Voilà. Donc, au fur et à mesure, ils doivent développer leurs compétences. Alors, c'est quoi le développement des prochaines compétences qu'ils doivent acquérir? Est-ce que c'est préférable d'avoir quelqu'un qui va embaucher, qui va faire le travail pour eux ou c'est eux qui doivent le faire? Alors, toutes ces questions-là, en termes de développement de carrière, c'est un autre aspect important. Puis ça prend aussi une certaine humilité puis une remise en question rendu là. Parce que si, exemple, moi je suis passionné dans un domaine précis, quand je suis seul, je trippe un peu dans ce domaine-là, puis je suis une entreprise, mais quand je suis rendu plus gros, je me rends compte que je me retire extrêmement de ce secteur-là. Puis un secteur cliché qui est dans ce secteur, qui exprime un peu ça. Dans le domaine de la construction, tu pars avec ton coffre à outils. Au début, tu fais un peu de la gestion, tu fais sur les chantiers. Quand tu es rendu avec 35 personnes, tu ne touches plus au marteau. Là. Absolument. Fait que c'est exactement ça. C'est en plein ça. Fait que c'est comment gérer tout ce développement de carrière-là pour l'entrepreneur. Puis là aussi, les mentors peuvent aider. La formation, évidemment, ça peut aider. La formation par l'École des entrepreneurs ou autres organismes qui donnent des formations, ça peut être super utile également pour les entrepreneurs. D'autres aspects qui sont sortis aussi importants, qui touchent la gestion de l'entreprise, notamment toute la question de la technologie, du numérique. Partir d'une entreprise maintenant en 2024, ne pas considérer les technologies, je veux dire, c'est ça, on oublie ça. Même les salons de coiffure, ils ont des applications pour prendre des rendez-vous. Très pratique en passant. Par ailleurs, oui, absolument. Absolument. Mais ça amène aussi un problème parce que les entrepreneurs ne sont pas tous compétents, non seulement dans le numérique, et c'est aussi toute la gestion stratégique du numérique. C'est-à-dire que si l'entrepreneur n'est pas compétent pour le faire,
faire, il peut embaucher une firme pour l'aider à le faire, mais encore faut-il qu'il sache qu'est-ce qu'il a de besoin et qu'est-ce qu'il doit prendre comme décision au niveau du numérique. Et ça, c'est vraiment une bête noire parce que, justement, l'entreprise, en termes de gestion du numérique, c'est loin d'être simple au niveau de la clientèle, c'est loin d'être simple au niveau de la sécurité informatique aussi. C'est vrai, c'est un autre point, ça. Et ça, il y a plein d'enjeux de ce côté-là. Puis les entrepreneurs, on a bien beau dire que la nouvelle génération connaisse les technologies, c'est pas toujours vrai parce que scroller sur TikTok, c'est une chose, mais être compétent dans les stratégies numériques, ça en est complètement autre chose. Oui, exactement. je suis d'accord avec toi. Et donc, ça, c'est une compétence à acquérir, la vision stratégique du numérique et savoir comment s'entourer, dans le fond, des conseillers compétents à cet égard-là. Exact. Un autre aspect également qui est ressorti, puis là, évidemment, les gens qui sont dans le domaine un peu, ils le savent, toute la gestion du capital humain. On vit actuellement pour plusieurs PME des pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Pour les entrepreneurs, c'est particulièrement difficile dans certains secteurs, mais c'est aussi difficile parce que embaucher ton premier employé quand tu viens juste de démarrer, tu as beaucoup de risques, d'incertitudes. C'est difficile d'aller recruter le bon personnel. Et souvent, quand tu as peu de personnel, tu veux que ton personnel soit capable de tout faire parce que tu veux quasiment te copier, te cloner. C'est pas évident d'avoir un bassin de compétences large, des fois avec des budgets limités qui vont pouvoir t'aider dans le développement de l'entreprise. Fait que ça, c'est tout un enjeu pour les entrepreneurs qui démarrent. C'est clair. Puis trouver un bon premier employé qui a la même drive que l'entrepreneur en tant que tel, ça aussi, c'est un autre enjeu. Fait que c'est pas toujours évident. Là. Tout à fait. Puis ça amène toujours un stress d'embaucher son premier employé en disant est-ce que je vais être capable de le payer? Fait que là, on se ramène au premier critère qu'on se parlait tantôt, la gestion des finances. Tout à fait. Tu engages tu engages quelqu'un, il faut qu'il y ait une stratégie derrière pour dire je suis capable de l'embaucher puis je suis capable de subvenir un peu à tout ça. Là, exactement. Et tous ces 5 défis-là, je dirais que ça converge d'une certaine façon vers le 6e défi qu'on a trouvé, c'est le défi de la santé psychologique des entrepreneurs. Oui. Et ça, avant qu'on fasse cette recherche-là, c'est une des choses qu'à peu près personne discutait trop dans la littérature scientifique en entrepreneuriat, mais ça a clairement mis en évidence que les entrepreneurs ont beaucoup de défis de la gestion de leur santé psychologique, simplement parce que quand tu es entrepreneur, c'est combien le nombre d'heures maximal que tu dois faire dans une journée. Il n'y a pas de fin quasiment à être entrepreneur parce qu'il y a toutes sortes de défis à relever. Exact. Et donc, les entrepreneurs, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font plus d'heures, puis ils perdent de vue l'équilibre qu'ils doivent maintenir pour être capables de fonctionner sur le long terme. À court terme, on peut donner un petit coup pour quand on a trop de travail, mais à long terme, c'est pas tenable. Puis ça, être capable de gérer cet équilibre-là avec les différentes sphères de vie personnelle de l'entrepreneur, c'est excessivement difficile parce qu'il y a toujours l'impression qu'il peut en faire encore un peu plus pour réussir à cheminer encore un peu plus vite. Ils ne savent pas quand est-ce s'arrêter, puis des fois, ils ne réalisent pas que de s'arrêter, c'est un meilleur choix que d'en faire un peu plus, de prendre ce temps de recul-là, cet arrêt-là de sortir de l'entreprise, c'est particulièrement important. Exact. Ouais. Mais tu sais, Étienne, je mets mon chapeau de Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation comme conseiller ici à l'entrepreneuriat, mais je remarque, moi, beaucoup que tu me parles de santé mentale, puis c'est une préoccupation. Là, on parle d'une génération de 20, 21, 22 ans. Le réflexe qu'ils ont, c'est de travailler en équipe. Donc, pas nécessairement de se démarrer seul, mais de trouver des gens à l'intérieur même qui ont des compétences transversales, évidemment. Puis, ils ont déjà cette réflexion-là, un petit peu de dire, bien, j'ai pas le goût de faire 90 heures par semaine, puis faire un burn-out. On voit beaucoup d'exemples de gens dans le milieu qui ont des difficultés au niveau psychologique. On dirait que c'est quelque chose, je parle pour les vraiment plus jeunes, c'est quelque chose qui voit aller. Puis encore une fois, moins tabou, parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, la santé mentale, c'est quelque chose qui est encore tabou, à moins que je me trompe? Oui, ça a beaucoup changé, je dirais, avec la pandémie. Effectivement, on a fait une recherche pendant la pandémie pour justement étudier ça plus à fond, la santé psychologique des entrepreneurs. Avant la pandémie, c'était relativement tabou, bien que les gens, dans nos groupes de discussion qu'on a réalisés pour cette recherche-là, ils en parlaient assez ouvertement, mais les conseillers trouvaient ça excessivement tabou parce que quand un entrepreneur se livrait un peu sur sa santé psychologique, les conseillers disaient là, c'est pas mon champ d'expertise, je sais pas quoi faire. Ouais, puis je me rappelle, on avait eu des discussions justement avec des conseillers, puis il y en avait qui étaient intervenus en disant, écoutez, on est tous des humains. Quand il y a un humain devant toi qui dit qu'il y a des difficultés, là, on peut l'aider, ne serait-ce que de l'écouter, ne serait-ce que d'identifier avec lui c'est quoi les ressources qui peuvent l'aider. Et la pandémie a beaucoup aidé justement à identifier ces ressources-là, à sensibiliser les conseillers justement de relayer les entrepreneurs. Il y a différentes initiatives, notamment à Shawinigan, avec Tête Première qui a été mise en place, mais ailleurs également au Québec. Donc, fait que c'est de moins en moins tabou, je dirais. Puis effectivement, tu as raison de mentionner que la nouvelle génération, en tout cas, ils semblent être un peu plus sensibilisés de maintenir
maintenir cet équilibre-là. Et de plus en plus, c'est plus des indicateurs de dire je veux performer en termes de performance financière, mais c'est beaucoup le bien-être. Je veux être bien dans ce que je fais, je veux aimer ce que je fais. Puis les entrepreneurs démarrent des projets pour ça. Ils veulent changer le monde, puis ils veulent aussi, dans le fond, être bien au niveau professionnel. Ils veulent s'accomplir. Et ça, c'est vraiment une différence importante qu'on constate là, dans les dernières générations. Là. Puis tu me parles de changer le monde, mais tu sais, le volet environnemental, écologique, développement durable, économie circulaire, avant, c'était cliché ou c'était à la mode. Là, c'est que concrètement, ils veulent le vivre. Je fais une petite parenthèse. Je sais que c'est pas le 7e point, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit vraiment sur le terrain. Puis c'est vraiment encourageant, en tout cas, si on peut s'encourager avec ça. Tout à fait. Étienne, très volubile. Première question quand même assez complète. J'ai plus de questions à ce niveau-là. Mais c'est quoi les principales implications, je dirais, les plus importantes de recherche dans ton domaine présentement? Oui. Bien, sur cette recherche-là, en particulier, ce qu'on s'est aperçu, puis on l'a évoqué un petit peu tantôt, c'est que les entrepreneurs gagnent à s'entourer. Une des choses fondamentales, c'est de s'entourer, c'est de ne pas avoir peur d'aller cogner à la porte des places comme le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation. Mais pas que. Il y a plein d'autres organismes complémentaires, tout à fait. Et pas juste ça, juste le fait d'avoir des gens dans leur entourage qui sont capables de les écouter, de les entendre. Souvent, quand ils sont en couple, par exemple, d'avoir l'appui du conjoint, d'avoir donc des gens qui sont aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, de réseauter avec d'autres entrepreneurs, d'être mis en contact, puis de partager un peu ces difficultés-là qui sont vécues, puis de normaliser d'une certaine façon, ce qui a priori ne semble pas normal par rapport à d'autres types de carrières, surtout quand on démarre. Il y a beaucoup de travail à accomplir. Fait que ça, c'est super important d'être entouré. C'est une des ressources primordiales. L'autre chose aussi, d'avoir de la rétroaction sur son projet. On s'est aperçu que les entrepreneurs qui allaient voir justement, pas juste pour avoir du soutien, une écoute un peu, je dirais pas passive, mais une écoute amicale, mais également qui veulent avoir de la rétroaction sur leur projet, qui disent comment je peux faire pour m'améliorer, c'est quoi les prochaines étapes pour mon projet, et qui n'ont pas peur, qui ne se sentent pas gênés comme étant pas bon entrepreneur parce qu'il n'est pas capable de s'organiser tout seul. Exactement. Mais ça fait vraiment toute la différence. Ça réduit tous les défis perçus des entrepreneurs, ceux qui se tournent vers les autres et qui n'ont pas peur d'aller voir les conseillers. Mais tu sais, le pattern a changé. Là. Ça fait un petit bout de temps que je suis dans le milieu entrepreneurial pour aider des entrepreneurs. Puis avant, on avait vraiment le concept de conférence de gens qui avaient réussi seuls. Oui. Les one self-made man ou peu importe, woman. Oui. Puis présentement, on se rend compte que ça ne touche pas les nouveaux entrepreneurs. Ils ne se sentent pas du tout interpellés par ce type d'ultra performant ou performante. Là. Oui, tout à fait. Et non seulement ça, c'est que ceux justement qui ne sont pas comme ça puis qui vont se tourner vers les conseillers, c'est eux qui vivent les défis de manière moins marquée, sans surprise d'une certaine façon, parce qu'ils vont trouver, dans le fond, des pistes pour répondre à leurs défis. Fait que c'est plus facile pour eux, d'une certaine façon, faire des affaires. Puis en même temps, bien, avec les gens qui sont dans le domaine du développement économique aussi, on se colle à un réseau de contacts aussi. T'sais. Oui, absolument. Si on est tout seul dans son sous-sol, son réseau de contacts, peut-être qu'il est plus difficile à développer au fil du temps. Tout à fait. Fait que ça, c'est un élément important. Puis tu vois, au niveau des ressources, là, souvent on pense que les ressources financières, ça fait toute la différence, mais sur les défis, là, ça n'a presque pas d'effet. Okay. Tu as bien beau donner de l'argent à l'entrepreneur, il va quand même se préoccuper sur le développement de son entreprise. Ça ne va pas régler nécessairement sa santé mentale. S'il manque trop d'argent, évidemment, ça va peut-être générer du stress indu, mais ce n'est pas un surplus de ressources financières qui va régler les problèmes. Évidemment, ça en prend assez. Là, mais, oui, quand même, il y a un minimum. Concrètement, je suis un entrepreneur, je suis devant toi. Comment tes recherches peuvent m'aider? En fait, nous, on travaille beaucoup avec les organismes, des partenaires. Moi, évidemment, on produit de la connaissance pour que les entrepreneurs puissent, par exemple, prendre conscience de l'importance de l'équilibre de la santé psychologique, qui est un des défis. Fait que quand ils lisent nos recherches, ils sont capables de prendre conscience des différents défis qu'ils vont vivre et de se préparer en conséquence et de savoir un peu les différentes recommandations qui doivent suivre, dans le fond, pour réduire ces défis-là. Mais on travaille beaucoup avec les partenaires sur le terrain, comme l'École des entrepreneurs qui a commandité cette recherche-là, le regroupement des jeunes chambres de commerce également, qui était un des partenaires, puis le Carrefour d'entrepreneuriat et tous les organismes, parce qu'on pense aussi que la première porte d'entrée, les entrepreneurs ne vont pas nécessairement voir les chercheurs pour avoir une réponse, c'est clair, mais ils vont se tourner vers le Carrefour, vers l'école et ainsi de suite. Alors, ces gens-là, c'est important qu'ils comprennent les résultats de notre recherche, qu'ils les mettent en application, puis qu'ils se posent comme question, comme à l'école, par exemple, les 6 défis, comment on fait pour y répondre, nous, à ces 6 défis-là? Est-ce qu'on couvre l'entièreté des défis? Et les défis auxquels on répond moins, est-ce qu'on a des partenaires vers qui on peut aiguiller nos entrepreneurs qui arrivent chez nous? Alors, c'est cette réflexion-là qu'on va amener dans les gens de l'écosystème entrepreneurial pour qu'ils soient capables de mieux répondre aux défis. Puis on pense qu'on rejoint davantage d'entrepreneurs de cette manière-là. Bien entendu, on fait des capsules comme ça qui peuvent rejoindre aussi des entrepreneurs et amener les entrepreneurs à réfléchir à leur propre
propre gestion de leur entreprise ou de leur carrière, mais on travaille beaucoup avec les partenaires pour s'assurer qu'on rejoint davantage et de manière plus efficace les entrepreneurs. Je remets la casquette de conseiller en entrepreneuriat, puis quand je t'ai écouté il y a quelques années, ça faisait juste, dans le fond, donner des mots et des explications sur ce qu'on vivait. Fait que c'est comme si tu prenais une photo vraiment sur c'est ça qui se passe, puis on fait comme oui. Puis là, il se développe aussi un vocabulaire aussi autour de ça. Fait qu'on on devient un peu plus, je dirais, précis dans nos diagnostics parce que justement, des études comme toi, tu le fais et ton équipe aussi. Nous, en tout cas, ça nous aide. C'est pas dans les questions, mais comme conseiller, nous, ça nous aide parce que ça met vraiment un vocabulaire là-dessus. Bien, merci. Mais tu sais, cette recherche-là, écoute, on a fait ça avec plusieurs universitaires qui ont collaboré avec nous. Mais juste pour te donner un ordre de grandeur, là, on a fait 15 groupes de discussion partout au Québec. On a 77 entrepreneurs qui ont classé nos défis et on a près de 600 personnes qui ont répondu à nos questionnaires. L'échantillonnage est bon, là. Et donc, c'est pour ça qu'on est collé sur la réalité. C'est qu'on reste près des partenaires, on reste près des entrepreneurs, on leur parle, on veut avoir leur feedback et comprendre c'est quoi leur univers, justement pour être le plus pertinent quand on fait des recommandations. Étienne, il me reste à te dire merci. Toujours agréable de te parler, mais aussi agréable d'entendre les résultats de tes recherches. Donc, merci encore une fois, puis au plaisir. Merci Maxime. À bientôt.